Les partenaires sociaux attendus demain matin dans le bureau du président Emmanuel Macron pour discuter de la réforme du Code du travail. Il y a de nombreux points qui fâchent syndicats et patronat. On en parle ce soir avec nos invités. Et je vais vous poser la première question, si vous voulez bien, Bernard Vivier. La négociation s'annonce serrée entre syndicats et le patronat sur la réforme du Code du travail, oui ou non? Pour planter le décor. Réponse oui. Parce que si Emmanuel Macron surfe aujourd'hui sur une vague politique qui lui est très favorable, il a tout le passif de l'an dernier, où il a attiré sur lui les foudres syndicales, et singulièrement de la CGT, de Force ouvrière, de la FSU, des syndicats Sud. Mais cette année-là, aujourd'hui, le contexte est un peu différent. Et si le président de la République, le Premier ministre, le ministre du Travail s'y prennent bien, il n'est pas impossible que ça se passe bien. Alors justement, la méthode, parlons-en avec vous, Mohamed Oussedik. Édouard Philippe, il a dit hier dans le JDD, le Premier ministre, il a dit hier dans le journal du dimanche, cette réforme, elle doit être bien pensée, bien discutée, bien exécutée. Bon, a priori, ça veut dire qu'il y aura une vraie discussion. Donc, vous avez de quoi être confiant. Nous, on veut aussi qu'elle soit bien négociée. Et donc, pour la négocier, il faut qu'on sache ce qu'elle contient. Or, aujourd'hui, on ne sait pas... Vous ne savez pas ce qu'elle contient aujourd'hui, la réforme? Il n'y a pas eu... Puisqu'on attend, on attend justement les rencontres avec le président de la République demain pour savoir au moins les grandes lignes. Et puis, on ne comprend pas non plus la méthode, parce que la méthode, si on veut justement qu'il y ait concertation et négociation, pourquoi alors la passer durant l'été et par ordonnance? La méthode, effectivement, les ordonnances. C'est là où le bas blesse. Vous nous dites, Emmanuel, en quelques mots, les ordonnances, en quoi ça consiste pour les téléspectateurs? Les ordonnances, c'est l'autorisation qui est donnée par le Parlement, donc il faut lui demander de pouvoir légiférer très vite, en fait, de passer des textes rapidement. Et donc, effectivement, on n'est pas dans la procédure classique longue, qui prend beaucoup de temps. Avec les allers-retours, etc. La discussion, la concertation, elle sera très limitée, puisque là, pour le coup, il ne s'agit pas de se mettre autour de la table pour arriver à une espèce de loi commune. Il s'agit juste de faire passer un programme qui est très clairement orienté sur une loi El Khomri en format carré ou cube. Et donc, effectivement, il y aura forcément discussion, mais le rapport de force, il faut le rappeler qu'il est totalement différent. Et contrairement à ce que disait peut-être Bernard, quand l'OCDE regarde un petit peu quelles sont les conditions pour que les lois réussissent, une des conditions pour qu'une loi soit votée, c'est justement qu'il y ait eu avant des tentatives qui aient échoué. Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de discussions qui ont déjà eu lieu. Oui. Les discussions ont continué en fait après la loi El Khomri, et que là, il y a beaucoup de choses qui sont déjà prêtes en fait. Voilà, donc c'est pour ça quand j'interrogeais Mohamed Oussedik, Emmanuel, je lui demandais s'ils avaient des éléments sur le contenu de la nouvelle. On sait très bien quels sont les thèmes sur lesquels ça va choper. On sait donc quels sont les thèmes. Il n'y a pas de surprise. Écoutez, on a, comme tout le monde, on a entendu dans les déclarations du président de la République qui souhaitait donner plus de place aux accords d'entreprise. Ça fait quand même 2 ans de discussion, il y a quand même 2 ans de discussion derrière, pardonnez-moi. Mais... c'est quand même déjà le cas dans le cadre de la loi El Khomri, mais je rappelle quand même que cette loi, elle est minoritaire, et qu'elle est minoritaire sur tout le plan, c'est-à-dire auprès de l'opinion publique, auprès des organisations syndicales et auprès de la représentation nationale. Donc, alors, restons, il faut beaucoup de concertation si on veut... sauf qu'il y a une élection présidentielle. On va aller sur le fond dans un instant. On peut reparler de l'élection présidentielle. Sur la forme, les ordonnances. Les ordonnances, est-ce que c'est vraiment une provocation aujourd'hui? Vous le pensez comme ça, dans la manière dont Emmanuel Macron veut effectivement se passer des allers-retours, j'allais dire? Non, pas forcément. Et nous avons une hirondelle qui nous a donné le printemps, si je peux m'exprimer ainsi. C'est Jean-Claude Mailly, qui n'a pas aujourd'hui une attitude, c'est une organisation pivot aujourd'hui pour la réussite du projet Macron. Pourquoi? Parce que l'an dernier, n'ayant pas été considérée, la réforme Macron a été faite en survalorisant une organisation syndicale, la CFDT, et mise dans un coin du jeu. Force ouvrière a dit, on nous met au corner, on prend le ballon et on tape dedans pendant 14 fois, 14 manifestations sur l'année 2016. Et là, l'avertissement a été donné,
ne privilégiez pas une organisation syndicale, laquelle serait mise du reste elle-même dans l'embarras. Jouez avec tout le monde, travaillez avec tout le monde, concertez-vous avec tout le monde, et nous sentons bien que là, à ce moment-là, la voie d'ordonnance n'est pas un obstacle. N'est pas exactement. Une ligne rouge. C'est une ligne rouge, Mohamed Oussedik, ou pas? C'est une provocation pour vous? Qu'est-ce que vous vous dites? Parce que on a entendu ce matin Philippe Martinez, il sera demain à 10h dans le bureau d'Emmanuel Macron. Vous, qu'est-ce que vous dites à la base? Vous dites non, les ordonnances? On nous annonce qu'il y a une loi El Khomri puissance 10. Oui. Hein, une loi, je le rappelle, donc minoritaire, qui a été rejetée par 70% des Français dans le pays. Et on nous dit, non seulement elle va être puissance 10, mais en plus on va la faire passer par ordonnance durant l'été. Mais ça n'empêche pas le dialogue, pardonnez-moi, mais on le sait, ça n'empêche pas le dialogue de toute façon. C'est obligatoire depuis la loi Larcher. On parle quand même d'une réforme majeure qui concerne le quotidien de millions de salariés dans ce pays. Et donc on ne peut pas dire je vais passer à la hussarde et je vais chambouler votre quotidien dans le monde du travail. Donc si je traduis, durant l'été en plus. Donc il y a des choses à cacher. Et donc nous, il faut faire toute la transparence sur ce que propose le président de la République et le gouvernement. Donc si j'entends ce que vous me dites, ça veut dire que si c'est ordonnance, ça veut dire, vous agitez le chiffre rouge, il y aura des manifestations dès la fin des législatives par exemple, il y aura un appel à manifester, il y aura des défilés? Il y a déjà des choses qui s'organisent. Qui s'organisent bien entendu, une semaine de déploiement et de mobilisation que nous avons organisé pour le mois de juin. Mais Jean-Claude Mailly a demandé à tout le monde à Force ouvrière de prendre des vacances remboursables. Exactement. Quand même, l'essentiel, c'est quand même de faire toute la transparence sur ces propositions. Et ensuite, nous, on est prêts à se mettre autour de la table. On a dit qu'on était pour une réforme du Code du travail. Voilà, on va sur le fond. Les trois points clés, Emmanuel, dont il va être question. Il y a plusieurs points. Le premier, d'abord, qui est très emblématique, c'est cette affaire de plafonnement des indemnités au prud'homme en cas de licenciement pour cause pour absence de cause réelle et sérieuse. Ça, c'est vrai que c'est une revendication des patrons, même si c'est pas leur principal problème. C'est le troisième problème quand le MEDEF les interroge pour savoir quels sont leurs vrais problèmes. C'est le troisième problème, mais c'est vraiment un sujet emblématique. L'idée, ce serait que on plafonne les indemnités, comme ça les patrons, avant de licencier, savent à quoi s'attendre. Mais là, on sent bien que par exemple, il y a des marges de négociation. Il y a d'abord le montant qui sera fixé, et puis on voit bien qu'il y aura peut-être de la volonté d'Emmanuel Macron de donner au juge quand même encore un petit rôle. Donc là-dessus, c'est pas le sujet le plus compliqué, certainement. D'accord. Bernard Vivier, sur ce point-là, précisément, on risque la tension. On sera là aussi par un passage par ordonnance. Il peut y avoir des discussions, Emmanuel nous le fait comprendre. C'est un aspect qui va être quand même le plus tendu, sûrement. Le point important, c'est comment le gouvernement peut développer ces réformes qu'il doit faire très vite, et nous le savons tous, s'il ne les lance pas dans l'été, elles vont agoniser, ces réformes. Donc, il doit le faire très vite, et dans le même temps, il doit considérer ses interlocuteurs. Le problème d'Emmanuel Macron a été pendant longtemps de dire « je sais ce qu'il faut faire, je le fais, et je passe par-dessus les corps intermédiaires ». Le respect des interlocuteurs syndicaux et patronaux. C'est un point important, ça demande du temps, évidemment, ça demande de la compréhension. Sur le plan technique, tout est à peu près réglable, sauf peut-être le chantier très délicat des négociations de branche par rapport aux accords d'entreprise. Alors juste, il dit Emmanuel Macron, Mohamed Oussedik, que c'est une manière de rassurer les entreprises. Comme ça, on leur dit, vous pouvez embaucher, si ça se passe mal, les conséquences, elles seront pas épouvantables pour vous. Moi, je crois qu'il faut être très précis sur ce point-là des indemnités prud'homales. Et c'est la loi Macron qui a défini des barèmes, ça existe déjà. Il y a déjà des barèmes indicatifs pour que le juge puisse se prononcer. Indicatif. Si demain, sur les licenciements abusifs, puisque c'est ça dont il s'agit, c'est pas pour les licenciements pour cause réelle et sérieuse, sur les licenciements abusifs, si les employeurs savent, et c'est souvent le cas dans les entreprises, savent que pour tel licenciement abusif, je le répète, ils risquent telle indemnité. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, finalement, le salarié, là, il est complètement livré aux mains de l'employeur qui pourra le licencier quand il veut et comme il veut, puisqu'il sait
par avance, ça sera provisionné bien entendu, ces montants-là, il sait par avance qu'il pourra le licencier sans finalement avoir de Donc ça veut dire quoi concrètement possible. Ça veut dire quoi, Mohamed Oussedik? Il y a discussion ou il n'y a pas de discussion possible? C'est une fin de non-recevoir d'emblée, c'est quoi? Non, mais nous avons fait des propositions sur les prud'hommes. Il y a quand même... il n'y a pas un cas aujourd'hui. Il n'y a pas un cas, et vous n'en trouverez pas, il n'y a pas un cas où une décision prud'homale a mis sur la paille parce qu'il y aurait... Il y en a plein. Non, c'est pas vrai. Si. Non, c'est pas vrai. Citez-moi en un. Mais si, il y a plein de petites entreprises. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Bien sûr. C'est faux. En fait, les licenciements individuels pour faute, les licenciements individuels pour faute, très souvent, en réalité, aujourd'hui, ils sont remplacés par les ruptures conventionnelles. Les employeurs et leurs salariés arrivent à se mettre d'accord. Il y a plus de 2 millions de ruptures conventionnelles dans ce pays. Et demain, si le président de la République veut réformer, par exemple, l'assurance chômage et l'ouvrir aux démissionnaires, les employeurs préféreront et les salariés préféreront utiliser cette méthode-là plutôt qu'une autre. Donc c'est un faux problème. Mais donc je ne comprends pas votre réponse, pardonnez-moi. Donc vous nous dites quoi? En gros que c'est ouvert, là on peut discuter. Nous disons qu'aujourd'hui la législation permet largement, il n'y a pas besoin de retoucher aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de retoucher ou on peut discuter sur cet aspect-là ou c'est une fin de non-recevoir? C'est une fin de non-recevoir. On peut argumenter qu'on nous démontre aujourd'hui qu'il y a des abus sur, entre guillemets, les indemnités prud'homales accordées aux salariés. C'est faux, il n'y en a pas. Il ne lâchera pas Bernard Vivier là-dessus, Emmanuel Macron. Il y tient à cet aspect-là. Hein. Oui, parce que c'est pas une mesure qui a une très très grande importance, mais psychologiquement c'est important. Il faut qu'une entreprise puisse licencier, embaucher, licencier, associer, c'est-à-dire avoir de la souplesse. Vous savez, on dit qu'aujourd'hui, on n'a pas plus de chômeurs qu'en 2012, mais on n'en a pas moins. On est à 10%. La Grande-Bretagne arrive à 4,5%. Donc, bien évidemment, la contrepartie, ce sont des emplois courts, des travaux précaires, comme on le dit, mais ça y est, la machine se met en route. C'est la logique d'Emmanuel Macron. Il veut redonner du dynamisme et de la souplesse aux entreprises, tout en essayant, ça c'est le volet le plus délicat, tout en donnant de la sécurité aux salariés. Et c'est là où la question de la protection collective de branche a son importance, mais il va falloir là-dessus probablement qu'ils mettent un peu d'eau dans son... Sauf qu'il y a un problème, Bernard, de timing, c'est que la partie flexibilité, elle produit des effets bien plus rapide que la partie sécurité. Ouais, moi j'observe que Emmanuel Macron dispose d'un avantage majeur par rapport à François Hollande, c'est que la loi El Khomri n'était pas dans son programme, qu'il a mis carte sur table pendant la campagne présidentielle, qu'il a gagné cette présidentielle et qu'aujourd'hui il est en position de force pour, j'allais dire, accomplir sa promesse. Et à mon avis, pour les syndicats, ce ne sera pas si facile de mettre en échec ou de tenter de mettre en échec Emmanuel Macron et son Premier ministre. La mobilisation pendant l'été par les syndicats les plus contestataires et même les formations de gauche du type la France Insoumise, à mon avis, ce sera difficile parce qu'Emmanuel Macron dispose de la légitimité du suffrage. Et en plus, quel que soit le résultat des législatives, il a une grande chance de la faire passer, puisqu'on ne voit pas comment les Républicains pourraient s'opposer à la loi, alors qu'ils sont effectivement des aspects. Nous, on demande simplement qu'on nous amène les arguments que cette réforme du Code du travail, comme la précédente, il y a eu, je rappelle, 4 réformes en 5 ans. 4 réformes sur le Code du travail en 5 ans. Est-ce que, dans ce pays, on va apprendre à évaluer les choses, à prendre le temps de l'évaluation? Mais attendez, je comprends, mais ça fait quand même 2 ans qu'on en discute. Non. Il y a quand même quasiment l'ensemble des aspects qui ont été discutés. Depuis 2013, il y a eu la mise en place de 4 lois sur le Code du travail. 4 lois. Normalement, soit elles ont dû produire leurs effets, et donc on évalue, et on voit si elles ont un impact sur l'emploi ou pas. Simplement, si c'est pour nous mettre en place le modèle allemand, qui sont les lois Hartz, on constate évidemment qu'il y a des créations d'emplois, des mini-jobs payés à plus 1 euro de l'heure, avec un taux de pauvreté qui est le plus fort d'Europe, plus 20%. Est-ce que c'est ce modèle-là? C'est pas le plus fort d'Europe, mais il a augmenté. C'est le nombre de pauvres le plus important, le plus élevé en Europe. C'est l'augmentation la plus rapide. Un autre aspect et donc, est-ce que c'est ce modèle-là qu'on veut? Donc, disons-le clairement,
Emmanuel Macron, le président de la République, doit donner les grandes lignes et le Premier ministre préciser les contours de cette future réforme. D'accord. C'est pas ce modèle-là que nous voulons effectivement. Il y a un autre aspect, un autre volet, c'est l'inversion de la hiérarchie des normes. On va donner un exemple pour les téléspectateurs qui nous rejoignent. C'est, par exemple, une PME peut prendre des décisions seule en négociant avec ses syndicats et sans suivre ce qu'une branche a décidé. C'est ça Normalement, la règle, c'est Code du travail. Voilà. Qui l'emporte sur la branche et qui l'emporte sur l'entreprise. Là, il y a déjà eu l'ouverture de possibilités de négocier des sujets directement dans l'entreprise. Là, l'idée, ce serait d'élargir encore le champ des sujets qui peuvent être négociés dans les entreprises, notamment les augmentations de salaire. Normalement, excusez-moi, c'est le Code du travail, l'accord d'entreprise améliore la convention collective. Oui. Et la on peut déroger si ça améliore. Améliore le Code du travail, c'est dans ce sens-là plutôt. Bernard Vivier, cet aspect-là, dans le but... Alors, attention, pas question de toucher à la durée légale du travail, à l'égalité professionnelle ou encore au SMIC pour autant. Oui, mais la question est importante, notamment sur les salaires. Aujourd'hui, cette question dans les grandes entreprises, elle est à peu près réglée. Parce que les chefs d'entreprise, des grandes entreprises, ont des politiques de ressources humaines et relations sociales équilibrées. Il y a des organisations syndicales qui existent. La question, c'est essentiellement dans les petites et moyennes entreprises. Ce sont des centaines de milliers d'entreprises, ce sont des millions de salariés qui n'ont pas la possibilité d'avoir des négociations. Parce que quand on a 30, 40, 12 salariés, il n'y a pas de négociation. Et c'est là où employeurs comme salariés sont bien contents d'avoir des négociations de branches qui donnent les mêmes règles de la concurrence à toutes les entreprises de même secteur et qui donnent une même protection minimum à tous les salariés de ce secteur. Et ça a une vertu de régulation très importante qu'il faut maintenir d'une certaine façon pour ces petites entreprises. Sur ce volet-là, précisément, Mohamed Ousseidi, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui ? Nous, on pense que tout ce qui va déroger à la branche va être une source de dumping social, de mise en concurrence des entreprises et notamment des PME, et des TPE. Oui, mais ce que vous répond le président Macron, c'est qu'en se sentant plus libre, les entreprises, elles peuvent davantage embaucher des CDI. Et c'est quand même aussi ce que vous... Je veux bien avoir des belles formules, mais il faut regarder les choses en face. Le vrai problème de ces entreprises-là, ça n'est pas la législation du travail. Elles nous le disent toutes, on les rencontre aussi les chefs d'entreprise et ils nous disent quoi? Ils nous disent on a un problème d'accès au marché, ça c'est notre problème, et on a un problème d'accès au financement. Et si on ne règle pas ces deux problèmes-là, eh bien on pourra réformer le code du travail, le déréglementer tant qu'on veut, on soumettra à la précarité ces salariés-là. C'est tout. Donc ce que vous dites en fait aujourd'hui, parce qu'on va conclure, aujourd'hui ce que vous dites, c'est que vous voulez vraiment une explication de texte, des garanties également, des garanties précisément, ou simplement être... Nous, on est pour une réforme du Code du travail. On a même un Code du travail allégé qui fait 4 fois moins en volume que l'actuel. Mais tout est discutable aujourd'hui. Et nous disons si c'est ça la base, et si évidemment on est d'accord pour évaluer que le Code du travail n'est pas là pour la réforme, en tout cas, va pas créer de l'emploi ou en détruire. C'est pas ça le sujet. Eh bien, nous, on est d'accord pour discuter, négocier, pour sécuriser les salariés dans leurs droits, et puis ensuite... y compris par ordonnance, y compris si ça passe par ordonnance. Écoutez, comme Force ouvrière et la CFDT, on dit pour l'instant, ce sont des outils politiques. Mais ça ne peut pas être le préalable de nous dire on légiférera par ordonnance. Prenons le temps et faisons la clarté sur les propositions du président et négocions ensuite. Bernard Vivier, mais en tout cas, on a entendu qu'il y avait déjà des manifestations qui étaient prévues. Vous avez déjà calé... C'est du déploiement, c'est ce qu'on appelle du déploiement. Bernard Vivier, on se souvient évidemment des 4 mois l'année dernière, l'affrontement violent, etc. Là, vous dites quoi? Vous dites comme Bruno Jeudi ce soir que... Emmanuel Macron peut effectivement en sortir beaucoup moins abîmé que l'année dernière? Oui, pour 2 raisons. Parce qu'effectivement, d'abord, il a ce vent politique qu'il pousse en avant, qu'il encourage. Il a aujourd'hui une légitimité électorale qu'il n'avait pas quand il était ministre. Deuxièmement, parce qu'il est président de la République et il va devoir davantage composer. Vous savez, on disait autrefois, un ministre jacobin n'est plus un jacobin ministre. Autrement dit, quand on est aux affaires, eh bien, on est moins raide et va-t-en-guerre que quand on est à la conquête du pouvoir. Là, il va devoir s'arrondir, il va devoir être moins anguleux, moins sabreur. Il va devoir apprendre à composer, à considérer avec les syndicats. Exactement. Et ça se voit. Il peut changer et ça se voit. Et il a de bons mécanos
comme conseiller social à l'Élysée, au directeur de cabinet du ministre du Travail, qui sont d'excellents mécanos qui savent opérer les réglages. Il a des bons régleurs à l'usine. Ouais. Donc on peut imaginer que la situation ne s'embrasse pas, Emmanuel Le Chypre, et ce sera le mot de la fin? Non, parce qu'il sera en plus, il est contraint à la réussite parce que l'enjeu va bien au-delà même du marché du travail. Hein, il faut qu'il réussisse sa première loi pour vraiment créer une dynamique positive, pour envoyer un signal aussi positif à l'Europe, comme quoi la France est capable de se réformer. Donc franchement, il sera prêt à tout pour effectivement arriver à un résultat honorable. Honorable. Vous reviendrez nous voir, Mohamed Boussedik, pour voir au fil des discussions où on en est et comment les choses sont vécues de votre côté. Merci beaucoup. Merci Bernard Vivier, Bruno Jeudi, Emmanuel Le Chypre. Grand angle à suivre, Jean-Baptiste Boursier.